Bonsoir et bienvenue dans ce dernier épisode de cette saison de sombres machinations. Je suis toujours avec CC Trouille et Méo Queenie. Nous retrouvons donc nos deux guérisseuses alors que vous êtes dans la cuisine du château de Bray qui semble s'écrouler de toutes parts suite à un événement dont vous n'avez en tout cas pas de souvenir à proprement parler, hein. C'est assez flou, vous êtes réveillé alors que tout s'écroulait. Vous êtes accompagné d'Alaric, qui est l'homme qui travaillait au chantier et qui vous a montré son enfant étrangement atteint. Et alors que vous cherchiez les enfants, vous venez de voir, devant vous, frère Melchior de Matfelon sortir du sous-sol, l'air affolé, titubant, et pointant derrière lui d'un air paniqué, alors qu'un bruit de pas lourds et d'étranges gargouillis sortent de l'obscurité de cet escalier. Il essaye de balbutier quelques mots, vous ne comprenez pas, et puis vous voyez une main squelettique, longue, grise. Sa peau est couverte d'un agglomérat de pierres sombres. Et puis le corps suit. Le visage est vaguement humain, tiré dans des traits de douleur, une bouche grande ouverte, des yeux blancs révulsés et ce gargouillis qui semble sortir de cette bouche couleur néant. Il avance et très clairement il vous semble agressif. Ses mouvements sont saccadés et en même temps extrêmement rapides. Mais il n'y a pas de réelle volonté d'atteindre un objectif. On est plus sur quelque chose qui semble être aveugle et qui réagit au son et qui balaye devant lui comme pour chercher à blesser tout ce qu'il peut. Face à cela, vous êtes choqué. Pour toi, Clarence, j'estime que tu as déjà été, on va dire, en contact avec diverses choses. Tu as une résistance amoindrie à tout cela. Bah oui, parce qu'en fait, c'est de la santé mentale, donc plus tu vois des choses, moins tu résistes. Donc, je te donne 60% de chance de pouvoir réagir normalement. Yep. Toi, Margot, tu es un petit peu plus... tu as un peu plus la tête sur les épaules, un peu plus de recul, et peut-être que tu arriveras à mettre ça plus facilement de côté. 70% de chance. À chaque fois, hein. Vous êtes donc toutes les deux sous le choc. À vous de déterminer quelles conséquences cela implique pour votre personnage. Clarence, que fais-tu ? J'ai déjà ma serpe à la main de toute façon, donc je me jette dessus. Très bien. Tu commences à courir vers lui. Que fais-tu, Marco ? Moi, je cherche sur moi en fait n'importe quoi que j'ai pu ramener comme des herbes ou quoi pour pouvoir le soigner en fait, parce que il faut s'occuper de lui, il faut l'aider. Donc tu commences à fouiller dans tes poches et chercher tout ça, même partout dans la cuisine autour de toi. Oui, aussi. Tu commences à chercher de manière erratique. Du coup, serpe brandie, je me jette sur lui avec toute mon agressivité et tout ce que je peux projeter dans cette attaque. J'ai plus rien d'autre en tête. Tu y vas tellement fort et tellement vite que tu le fais trébucher en fait. Et tu donnes des coups de serpe, donc je suppose que tu vises quand même des zones qui te semblent vitales. Tu ne sais pas si c'est le cas pour cette créature évidemment, mais voilà, tu vises le cou, tu vises le dessous des bras, des zones que tu sais être mortelles. Et tu commences à le lacérer avec ta serpe. Alaric, qui voit ça,
essaye de te dégager, en fait, de lui, pour t'aider, pour essayer de te repousser de cette chose qu'il trouve repoussante. Et donc, du coup, il arrive, il te prend par les épaules. Dans le déchaînement de coups que tu donnes malencontreusement quelques coups à Alaric, rien de bien mortel, il prend des fins de mouvement, qu'on soit bien d'accord, mais voilà, il est quand même blessé, il te repousse en arrière, tu glisses sur le sol de la cuisine, la créature au sol s'agite, coule du sang sombre, presque noir. Et toi, tu continues de chercher. Tu te rends compte que les objets que tu accumules, les herbes, les plantes, les graines, les choses que tu trouves, n'ont pas de sens. Tu ramasses un peu tout perdu dans tes idées et rapidement tu sens une main sur ton épaule et c'est frère Melchior de Matt-Felon qui fait « Calmez-vous, elle semble défaite. Je crois que... Je crois que malgré tout, vous avez réussi à faire ce que je n'ai pas réussi à faire. Écoutez, il faut... Et il regarde le néant de l'escalier. J'aimerais bien vous dire qu'il faut fuir, mais je pense qu'il faut retourner là-bas et... Ce sont les enfants ? Non, je ne sais pas, je ne sais pas ce que c'est. Écoutez... Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Qu'est-ce que vous faisiez en bas ? D'où est sortie cette... Écoutez, au début, tu vois, il y a Alaric qui surveille, tu sais, la créature au sol, qui continue encore un petit peu de bouger, hein. Mais du coup, il la surveille et tout, et il fait « Mais attendez, on n'a pas le temps de tout ça, juste les enfants !» Et du coup, le frère Matt-Felon coupe ce qu'il commence à dire, il fait « Ils sont en bas dans l'infirmerie, Qu'est-ce qui vous tracasse ? Il n'y a pas que l'infirmerie en bas, frère Melchior. Est-ce que vous avez vu Ézipe sortir ou... C'est lui qui était en bas avec vous ? Oui. Écoutez, il faut qu'on retourne en bas et... Tu vois qu'il réfléchit à un truc et... Vous m'avez dit être guérisseuse. Vous n'êtes que guérisseuse ? Ou est-ce que vous connaissez d'autres... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Écoutez, Ézipe versait quelque peu dans l'occulte. J'étais suffisamment idiot pour penser qu'il le faisait d'une manière raisonnée. Mais je pense que personne ne peut ne peut résister au charme du pouvoir. Et je crains qu'il a utilisé ma naïveté contre moi. Écoutez, ça sera plus simple si vous voyez tout ça. Et il se retourne vers Alaric et il fait... Bon, Alaric, je ne pense pas que ce soit votre place de descendre en bas. Je ne doute pas de vos capacités physiques, mais... il y a des choses qu'il vaut mieux éviter de voir. Je regarde avec un air un peu suppliant. Vous êtes sûr qu'il ne peut pas nous accompagner ? Parce que on ne sait absolument pas à quoi nous allons avoir affaire et... Écoutez, votre consoeur a été parfaitement capable de gérer cette chose. Et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres. Mais il y a quelque chose d'autre en bas. Oui. Et c'est là où d'autres connaissances pourraient nous être utiles. Vous parlez de protection ? Je parle de tout ce qui peut nous servir. Alaric, il est comment ? Alaric, il est vraiment focus sur la chose. Et tu vois qu'il dit je peux peut-être faire descendre, faire le guet et aider s'il y a besoin de quoi que ce soit. Et tu vois que frère Melchior, il dit 2 minutes. Et du coup, il parle avec lui et vous voyez qu'ils échangent des choses où Alaric réagit et
fait non de la tête et du coup il fait je pense qu'il a raison, je ne pourrais pas... Il y a des choses que je ne pourrais pas affronter, je peux rester là, je garderai, j'attendrai votre retour. Oui, je pense que c'est plus sage en effet, et vous avez aussi d'autres gens qui attendent votre retour. Donc, Oui. Le chemin se sépare ici, donc. Et donc, je serre la T'ouvres main. le chemin. Moi ? Ouais. Bah, c'est peut-être le frère qui va le faire, vu que je sais pas où on va. C'est un escalier qui descend. Ok, bon, bah j'attaque avec l'escalier. Vous descendez dans un petit escalier qui a été taillé directement dans la pierre. Il semble un peu fragile comme le reste du château, mais vous descendez quand même. Vous arrivez dans une grande pièce taillée dans la roche. Il y a un trou avec un puits et qui ressort là où vous devinez la cour qui est juste à côté de la cuisine. Autour de vous, vous voyez qu'il y a plusieurs étagères qui ont été aménagées avec des tonneaux, avec des choses comme ça. Vous voyez effectivement que tout ça a été rempli. Par contre, il y a une petite pièce au fond où vous voyez plusieurs lits, des outils qui vous semblent des outils de médecine. Je mets des gros guillemets là-dessus. Et puis, une palissade de bois, donc vraiment un mur de bois qui a été fait, donc qui est juste à votre droite, qui bloque un accès. Donc vraisemblablement les grottes naturelles dont vous avez entendu parler. Et donc le frère Melchior avance et vous dit bon écoutez, je pense savoir quelque chose. ce que j'avais ressenti en bas, Ah, tu le ressens toujours et c'est autre chose. ça a l'air de devenir des grottes. Ouais, ou- ça a l'air clairement de devenir des grottes. Du coup, quand on marche et qu'on est dans ce coin-là, je gravite vers le côté des grottes, même si elle est palissade, et je suis assez intriguée et j'essaye de voir si j'entends quelque chose, j'aperçois quelque chose, que je ressens quelque chose de plus fort. Ouais. Tu entends quelque chose, effectivement. Une sorte de tonnerre au loin. Mais des fois, tu as l'impression que c'est une voix qui parle. Tu n'es pas certaine de ce que tu entends et après ce que tu as vu en haut, tu es prête à tout. Par contre, en te rapprochant de cette palissade, tu vois que il y a quelques morceaux de bois qui semblent être aptes facilement à bouger. Et d'ailleurs, il y en a qui sont un petit peu écartés. Suffisamment pour laisser passer, par exemple, un moine. Vous avancez donc, alors que le frère Matfelon vous pointe vers l'infirmerie et dit c'est pour ça que je ne voulais pas qu'Alaric descende. Comme vous pouvez le voir, elle... Et du coup, vous marchez et vous voyez que oui, elle est vide. Du coup, il termine même pas sa phrase en fait. Et il fait... Nous allons avoir besoin de plus de détails que cela, monsieur. Il faut absolument que vous nous expliquiez comment on en est arrivé là. Qu'est-ce qui se Écoutez. passe ? J'ai toujours été intéressé par l'idée de foi. Évidemment, j'ai été, comme vous vous en doutez, éduqué là-dedans, mais j'ai toujours questionné qu'est-ce qu'était la foi et jusqu'où elle pouvait aller. Des gens disent parler avec Dieu, d'autres disent presque le voir, mais moi, je n'ai jamais eu ça. Jusqu'au jour où, avec Ésipe, nous sommes allés dans cette grotte. Ésipe vient de l'Europe de l'Est. Je crois même qu'il vient d'une zone où il y a tous les tsars, je ne sais plus le nom. Et toujours est-il que lorsqu'il est venu, il était très intéressé pour visiter ces sous-sols. Et nous avons aussi échangé sur Dieu et la foi
l'ésotérisme qui sont malgré tout deux sujets parallèles. Lorsque nous sommes descendus dans cette grotte, nous avons découvert quelque chose. Enfin, je pensais le découvrir. Je pense qu'Ézip savait très bien où il allait. Lorsque nous avons trouvé cet endroit, il semblait, lui, beaucoup plus réceptif. Et je n'entendais pas grand-chose, pour être honnête. Je pensais être face à un charlatan. Puis j'ai entendu la voix. Une voix sombre, puissante, mais étouffée. J'ai mis beaucoup de temps à accepter que peut-être je venais d'entendre la voix de Dieu ou d'un ange ou de quelque chose d'autre. Mais je me suis laissé berner par Ézip. Il m'a... Je ne sais pas, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement charismatique ou je n'ai jamais eu l'étoffe d'un leader ou de quoi que ce soit, mais Ézip arrive facilement à obtenir ce qu'il veut des autres. Peut-être est-ce un charisme naturel ou quelque chose d'autre, je ne sais pas. Toujours est-il que nous avons étudié, mais il parlait du fait qu'il était possible d'ouvrir littéralement une porte vers ailleurs. Je n'ai pas pensé, peut-être par naïveté, à une porte vers l'enfer ou je ne sais quoi. J'ai pensé simplement à une porte vers ailleurs, vers les cieux, vers, qui sait, autre part. Mais peu à peu, de plus en plus d'enfants sont tombés malades, comme vous l'avez amené. Pour être honnête, avant Adrien, il y en a eu d'autres. Après aussi. Et je ne comprenais pas d'où cela venait. Comme je vous dis, je pense que Ézip a réussi par un moyen ou par un autre à brouiller mon esprit. J'étais idiot, j'étais naïf. Et puis quand vous m'avez parlé tout à l'heure, j'ai vu un peu plus clair. Effectivement, ils ne sont pas malades normalement, j'aurais dû m'en rendre compte. Alors, j'ai été confronté Ézip lors de l'une de nos réunions nocturnes dans la grotte et c'est là que j'ai compris qu'il avait déjà pris la décision. Quelle décision ? Il a ouvert quelque chose, une porte vers ailleurs. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit un lieu. J'ai l'impression que c'est une chose. La chose qui est sortie tout à l'heure par les escaliers ou encore autre chose ? Cette chose est... Je crains quelqu'un qui a été en contact avec ce qu'il y a là-bas. Et il montre la palissade. Et je pense que les enfants qui étaient dans l'infirmerie sont le fuel qui a été utilisé pour ouvrir cette porte. Vous avez certainement connaissance des sacrifices impies que certains faisaient ou font encore dans de sombres forêts ou au sommet de je ne sais quelle montagne. Eh bien, je pense qu'Ézip a tout simplement fait cela et a profité de, je ne sais pas, peut-être faire un marché avec ce qu'il y a là-bas, peut-être utiliser ça pour lui, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Vous avez votre réunion nocturne, vous l'avez confronté, non, ensuite vous êtes... j'étais venu pour la réunion nocturne. Quand je suis arrivé, il était déjà en train de le faire. Honnêtement, je pense avoir perdu conscience ou quand j'ai repris vraiment conscience, j'étais en haut de ces escaliers. J'ai des vagues bribes, je me rappelle
Je me rappelle de ce qu'il y a là-bas. Enfin, si je pourrais le... Je ne peux pas le décrire. Je pense que malheureusement, la langue française est trop limitée pour cela. Vous le verrez. Vous comprendrez. Mais sachez que ce que vous avez vu en haut dans la cuisine n'est rien. Mais, quoi que vous fassiez, faites attention. Il corrompt. Il a corrompu les enfants comme vous l'avez vu. Et ça, c'était avant que tout cela soit ouvert. Est-ce que je me rappelle vraiment ce que m'avait dit ma mère exactement, ou est-ce que je n'ai que des bribes de ce qu'elle a pu me dire? Ce que t'a dit ta mère, ce que tu as lu dans ses livres, ce que tu as transmis aussi à Clarence, c'est que elle faisait elle utilisait diverses manières de divination pour t'aider. Elle disait qu'elle pavait le chemin pour toi. Tu n'y as jamais vraiment cru. Des fois c'était vrai, et de manière assez étonnante, mais plein d'autres fois finalement c'était un heureux hasard. Rencontrer un inconnu, et oui, mais on rencontre souvent des inconnus. Une somme d'argent, oui, mais il n'y avait pas de date attachée, et puis une somme d'argent ça peut être quelques pièces ou devenir millionnaire, donc tu n'avais jamais vraiment attaché d'attention à tout cela. Mais il y avait la chose principale dont elle te parlait. Elle t'expliquait qu'il y avait un sort, un rituel de protection qui pourrait te protéger et protéger d'autres gens. Et que pour le faire, il fallait faire un sacrifice personnel, c'est-à-dire que elle t'avait expliqué que la notion de magie dépendait aussi de donner de soi. Alors, certaines personnes passaient par le sacrifice d'autres gens, ou d'animaux, mais que ce sort-là ne marcherait pas comme ça. D'accord. Et que ce sort-là était un sort de protection. C'était vague, hein, mais D'accord. elle disait que tu comprendrais. Le jour où il faudrait l'utiliser. L'objectif du coup de ce rituel, c'est de se protéger nous-mêmes, ou c'est plutôt de protéger une zone? Elle a plutôt été claire dans le sens que c'était protéger. D'accord, les elle n'est gens. pas allée plus loin. Ok, les gens. Pas toi spécialement. Ça te permet. Elle n'a pas parlé ça comme une armure, mais vraiment plus comme une muraille. Frère Melchior, vous avez fréquenté Ézype pendant... Ça fait combien de temps qu'il était là? Est-ce que vous savez quelque chose de plus sur lui? Est-ce que quoi que ce soit qui pourrait nous aider? Parce que vous nous envoyez tout de même dans la gueule du loup, si j'ose dire. Écoutez, je ne cherche pas à vous envoyer entre les crocs de je ne sais quelle créature, mais écoutez, je pense que Ézype est arrivé il y a ça doit faire quelques mois, peut-être un an, un peu plus. J'avoue que je vous le dis, il avait cette aura, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, dont je ne me rappelle pas de tout. Mais ça me revient au fur et à mesure. Plus qu'une aura, c'était cet objet qu'il portait. Son bijou, vous l'avez remarqué. Tu vois qu'il fait un regard où il fixe et il fait... Oui, attendez, maintenant que vous en parlez, il l'utilisait dans... Il communiquait avec la chose. Tu vois qu'il semble comprendre quelque chose. Et il fait, je pense que cet objet avait une valeur pour la chose, peut-être pas une nourriture, quelque chose. Et Ézype l'a utilisé justement pour, comme le pêcheur avec le leurre, il a essayé d'amener sa proie, je ne sais pas, de l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Écoutez, je vous accompagnerai. Il va falloir qu'on finisse par y jeter un œil, Clarence. Est-ce que vous pensez savoir quelque chose, pouvoir faire quelque chose? Avez-vous déjà lutté contre de telles entités? Bien sûr que non. Rien de semblable, non, mais...
Mais peut-être qu'on sait quoi faire. Margot, C'est le mal dont elle nous avait parlé. Ce dont t'avais raconté, mère. Il faut qu'on aille voir de quoi il s'agit, voir ce qu'on peut faire. frère Melchior, est-ce que rien que le fait de se trouver en présence de la chose est dangereux si vous nous accompagnez Vous voyez ça comme un puits, une ouverture. Tu sais, il monte le puits justement. Une ouverture. Si vous tombez dedans, si vous entrez en contact avec, alors votre sort sera scellé et vous deviendrez, je pense, comme le pauvre air que nous avons vu dans la cuisine. Très bien. Allons-y. Tu vois, il avance, il soulève comment ça va, les poteaux de bois et tout, et... Je passe devant. D'accord. Tu vois qu'il cherche quelque chose, et des yeux, il prend sur le côté, il y a un maillet, un gros maillet utilisé pour les chantiers, en fait. Hein. Il fait au cas où il y est... J'ai toujours ma serpette à la main. Oui, t'as toujours ta serpette. Je garde... J'ai toujours ma sacoche avec moi aussi. Ouais, vous avez on a toutes nos affaires, on n'a pas... Enfin, vous avez tout ce dont vous aviez en ouais, on s'est réveillé avec tout, quoi. Oui, vous êtes tombé, enfin, vous n'êtes pas tombé dans les pommes pendant 1 heure, hein. C'était pendant non, c'est sûr, mais... quelques secondes ou minutes. Hein. Vous avancez. C'est un long couloir naturel. Il y a au-dessus de vous, très régulièrement, des armatures en bois qui retiennent les roches qui menacent de tomber. Vous voyez au sol qu'il y en a qui sont tombés fraîchement, en tout cas il vous semble. Et au loin, vous entendez un grondement. Comme si une trop grande bouche essayait de parler. Vous vous enfoncez dans ce couloir. L'air semble changer. Comme s'il était plus épais, comme si il venait d'autre part. Le frère se tient à bien 5-10 mètres de vous, comme retenu par quelque chose. Il tient dans sa main son petit crucifix de bois au bout de son chapelet. Et il a ce maillet. Vous voyez qu'il regarde avec une attention toute particulière les armatures, craignant qu'il arrive quoi que ce soit. Vous continuez d'avancer. L'obscurité ambiante vous saisit. Vous avez pris par réflexe l'une des très nombreuses torches qu'il y avait, puisque celles qu'il y a après sont éteintes. Mais votre torche semble non pas s'amenuiser, mais éclairer moins, comme si l'obscurité venait la dévorer. Et vous avancez peu à peu. Alors que vous arrivez dans une grande pièce. Alors, quand je dis pièce, qu'on soit bien d'accord, une grotte, tout simplement. Roche, ouais. Vous réalisez que le plafond s'est écroulé à de multiples endroits. Et vous réalisez que ce n'est pas un gouffre qu'il y a devant vous, mais ce dont parlait le frère. Les bords sont comme organiques et semblent gigoter de ce même noir intense que vous aviez vu à l'intérieur de la bouche de la créature en haut. Mais là, on parle d'un cercle d'une dimension gigantesque. 5, peut-être 10 mètres de diamètre. Et l'intérieur semble vibrer de temps en temps, comme une sombre respiration. Et vous comprenez que vous êtes sur les lieux d'où Ésipe a fait son rituel, ou quelque chose, dans le genre d'un rituel. Vous sentez, en tout cas toi, tu le ressens particulièrement, Clarence,
une puissance, une force sombre, obscure, presque machiavélique, comme si sa présence elle-même était orientée contre vous. Il n'y a rien d'autre dans cette pièce? Il n'y a aucune trace des enfants, par exemple? La pièce est, encore une fois, elle est grande, hein, mais elle n'est pas si grande par rapport au trou. Et d'ailleurs, c'est peut-être un jeu de lumière ou votre esprit qui vous joue des tours, mais vous avez presque l'impression que cela gagne du terrain, centimètre par centimètre. Clarence, il faut qu'on fasse quelque chose. Margot, tu penses que c'est ce dont ta mère t'avait parlé? Elle parlait des ténèbres. J'aimerais tellement qu'elle ait eu tort. Mais là, il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose. Mais tu sais ce qu'il faut faire, Margot? Je lui prends la main et je la rassure, enfin je la... Je sais, Margot, mais... Au final, toutes nos vies n'ont peut-être mené qu'à cet instant et... Je regarde le gouffre. La voix te parle. Elle articule difficilement des idées, des concepts, pas des mots. Elle te transmet une envie de dualité et d'unicité. Tu ne sais pas de quoi elle parle, mais tu vois, comme imprimé dans ta rétine, une forme. Cette forme, tu l'as vue autour du cou d'Ésipe. Cette espèce d'artefact étrange qu'il disait venir d'ailleurs. Et tu sens que tu pourrais avoir énormément de choses si tu obéissais à cette voix venant d'outre-tombe. Mais est-ce que j'ai toujours l'impression que cette voix est hostile du coup ou plus du tout? Cette voix n'est que de la haine. C'est-à-dire qu'elle hurle ses concepts. Tu ne perçois pas autre chose que de la colère, de la haine et en même temps une peur. Tu ne sais pas si c'est toi qui la ressens ou elle qui l'émane, mais tu n'as jamais ressenti ça. C'est vraiment la somme de toute la haine que tu as jamais ressentie en une voix hurlante. L'espace d'un instant, tu peux voir Clarence, le regard perdu dans le néant. Tu as presque l'impression que ses yeux s'assombrissent en regardant l'abîme. Et puis elle secoue la tête et te regarde. Son regard revient. Elle a toujours ta main dans sa main. Elle te serre la main et te fait un signe de tête. Et frère Melchior est toujours derrière nous ou pas? Vous le voyez, maintenant c'est une silhouette sombre sur le fond de torche qui est au loin, qui paraît maintenant presque à 100 mètres ou 200 mètres. Mais vous voyez qu'il n'ose pas approcher en tout cas. Il est toujours paniqué, regardant au-dessus de lui comme si les pierres allaient lui tomber dessus. Il faut qu'on fasse le rituel. Il faut qu'on fasse quelque chose, Clarence. Je sais que ça va nous coûter cher, mais il faut absolument que l'on fasse ça. Quelque chose contre ça. Margot, c'est nos vies contre... C'est... Le coût de ce rituel est incalculable. C'est-à-dire que il est possible que cela retire plus de la moitié de ce que vous pourriez vivre. Ou plus. Vous savez que... Alors, toi, tu n'y crois pas à tout ça, mais tu sais quand même que ta mère a été plutôt claire sur le fait que c'est un sacrifice personnel. Tu retires la possibilité de devenir vieille. Tout simplement. Si Ésipe a pu, peut-être qu'on peut nous aussi... Peut-être qu'il y a quelque chose à retirer de cet endroit. Qu'est-ce que tu veux retirer de ça? Tu as vu l'état dans lequel ça a mis cet enfant?
C'est plus les enfants qui ont mis cet endroit dans cet état, d'après le frère Melchior. Peut-être que... Il faut absolument que l'on trouve un moyen de contenir cette force. Du coup, on sent vraiment que si on ne fait rien... Est-ce qu'on conçoit en fait ce qui va se passer si on fait rien? Ce que vous percevez, ce que toi surtout tu perçois, Clarence, c'est que ce n'est pas vraiment arrêtable en tant que tel. C'est pas une force contre laquelle tu peux donner un coup d'épée et contre laquelle tu peux jeter du feu. Ce n'est pas ça. C'est littéralement de la puissance à l'état pur. Par contre, peut-être qu'il y a un moyen de l'exploiter, mais pas maintenant, pas comme ça. Tu n'es pas équipé, tu n'as pas le savoir. Si tu avais un artefact, peut-être, mais là, ce n'est pas le cas. Et surtout, la chose, encore une fois, semble animée de colère, de haine, et donc semble avoir une volonté de destruction clairement notable. Sais, mais... Donc, si vous ne faites rien, peut-être que vous pourrez vivre quelques semaines avant d'en vivre les conséquences. De toute façon, toute personne qui sera touchée par ce mal deviendra une créature abominable comme vous avez vu, peut-être pire. Je t'en prie, Clarence. Je sais. Pense au moins aux animaux, pense au moins à Cécile, pense à tous les êtres sur Terre que tu peux apprécier. Ils ne méritent pas ça. Je sais, Margot, je sais. Je comprends. On va le faire de toute façon. Si on le fait pas, tout est perdu aussi. Alors on va le faire, je sais pas exactement ce que ça va faire, mais... C'est ce genre de situation où on n'a rien à perdre, c'est ça? Je pense qu'on a tout à perdre. Vous entamez le rituel ? On entame le rituel. Alors vous tracez les symboles sur les murs de cette grotte en essayant tant que vous pouvez de le faire malgré ce qui se passe autour de vous, en vous éclairant tant bien que mal avec maintenant ce qui semble être une bougie alors que vous avez dans les mains une torche vive. Et vous commencez à incanter les quelques mots. Encore une fois, dans ces incantations, c'est plus une question de mettre la volonté que vous voulez dedans, plus que les mots. Et tu en es bien consciente, Clarence. Vous le faites. Vous sentez, littéralement, comme si quelque chose vous tirait de l'intérieur. Vous êtes vidé de votre énergie vitale et les symboles autour de vous prennent une lueur. Alors que tu devrais être inquiète de cette sensation, Margot, tu es presque rassurée de voir que cela marche. Ta mère n'avait pas tort. Et oui, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Tu restes persuadé que un jour la science expliquera tout cela, mais maintenant tu ne vois que de la magie. Autour de vous, les symboles s'illuminent. Votre parole semble être rejointe d'autres voix. Des voix féminines, des voix plus anciennes, qui répondent. La chose au sol semble hurler. Elle veut de la haine. Vous lui donnez de l'amour. Elle vous hait d'autant plus. Vous voyez qu'elle tremble et qu'elle se résorbe peu à peu. Les murs tremblent. Alors que vous terminez ce rituel et que vous êtes essoufflé, vous entendez un bruit. Quelque chose qui tape contre du bois. Pas de pierre qui tombe, pas de créature d'outre-tombe qui s'agite, non. De la pierre contre du bois. Un maillet contre
des poutres de soutien. Vous voyez que frère Melchior est en train de taper de toutes ses forces pour briser les soutiens du couloir qui vous amenait ici. Frère Melchior, que faites-vous? Vous serez des martyrs, ne vous inquiétez pas. Il donne un dernier coup. Je Oui. peux balancer ma serpette vers lui. Tu avec balances ta serpette. toute l'intention. Toute possible. l'intention que tu peux. La distance est trop Je grande, sais, mais la serpette aurait eu la trajectoire parfaite. Mais elle est aplatie par les dizaines de tonnes de pierres qui s'écroulent. Je hurle. Vous hurlez. En vous, l'amour que vous avez ressenti, cet amour ancestral, ces voix féminines et agréables, maternelles, disparaissent. Et vous êtes de plus en plus animé de haine. Vous essayez de taper sur cette pierre, vous entendez la voix étouffée du frère Melchior qui semble répéter inlassablement qu'il fera de cet endroit un endroit saint, qu'il fera en sorte de le protéger, que vous serez des martyrs, des saintes. mais qu'il soit maudit. Mais ça va pas, enfin... Vous Margot. êtes enfermé, vous réalisez que personne ne sait vraiment où vous êtes. Que Mais même personne- s'il savait où on est enseveli sous des gravats. Il n'y a absolument aucune issue de secours autour, pas de... Vous faille- cherchez. Rien. Vous cherchez. Vous trouvez de temps en temps un passage qui vous semble possible, mais votre corps est trop grand et les efforts vous fatiguent extrêmement vite. Vous n'avez, pour l'instant, en tout cas toi, tu es face juste à un mur d'incompréhension de l'acte de Melchior, évidemment, mais aussi d'un sentiment de trahison et d'incompréhension générale par rapport à son acte. Toi, Clarence, tu réfléchis déjà à des solutions. Tu en vois une qui est un peu une solution de dernier secours. Quelque chose qui, malheureusement, scellera certainement votre existence. Cette solution, c'est quelque chose que tu as appris il y a longtemps, que tu n'as jamais utilisé car tu n'en as jamais eu l'utilité et que le coût est grand. Mais tu peux communiquer quelque chose à quelqu'un par le sang. Margot, Je je pense... suis en larmes, hein, personnellement. Genre, larmes dures à raisonner. Je comprends pas ce qui vient de nous arriver. Je la prends dans mes bras et après avoir autant crié, je lui parle tout bas, à l'oreille presque. Et je lui dis, Margot, je pense que c'est fini pour nous ici et maintenant, mais ça veut pas dire que personne saura ce qui nous est arrivé. On peut communiquer, on peut essayer de faire savoir ce qui nous est arrivé. Je sais comment. Margot, je sais que ça ce n'est peut-être pas un énorme réconfort, mais c'est mieux que rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je prends dans ma sacoche un couteau Mhm. et je me fais une entaille sur la main. Et je lui tends le couteau et je lui dis « Fais-moi confiance, Margot, on peut encore faire une différence, on peut encore ne pas être oublié. » Et je laisse du coup mon sang couler. Je commence à me couper aussi. Je commence le rituel. Vous mélangez vos sangs et tu fais ce que tu te souviens. Tu te souviens que tu peux contacter quelqu'un par le sang, c'est-à-dire quelqu'un qui partage ton sang. Ta fille, tes fils. Par contre, le message n'est pas formulable. C'est ce que vous ressentez qui va être transmis. Et
c'est incertain. Tu ne sais pas comment ça va être transmis. Un rêve, quelque chose que tu ne sais pas. Donc, tu utilises ce rituel. Encore une fois, tu perçois que ça marche, car tu sens peu à peu ton énergie vitale partir de toi, de même pour toi. Une forme de béatitude pour moi, du coup. La béatitude, c'est ce que vous ressentez au moment du rituel. Parce qu'encore une fois, vous avez ces voix ancestrales, maternelles, qui vous parlent. Mais l'instant d'après, vous voyez que vos mains sont sèches, ridées. Vos cheveux deviennent blancs. Vous sentez votre gorge sèche, vos yeux collants. Et votre rythme cardiaque semble ralentir. Vous voyez flou. Par contre, en votre cœur, il n'y a que de la haine, maintenant. Le message est parti. Et votre vie, peu à peu, disparaît. Vous êtes enfermé ici. Et par le biais de la magie et de la haine, vous êtes maintenu ici. Vous êtes maintenu dans la colère, dans la haine, et vous restez pour les siècles à venir. Car votre message n'a pas fonctionné, pas comme vous le pensiez. Quelqu'un l'a reçu, mais pas qui vous croyez. Le frère Melchior de Mathefelon tient sa promesse. Enfin, pas tout à fait. Peut-être qu'il oublie assez vite ces deux martyrs, car il a beaucoup de difficultés à monter sa petite église dans les restes et les ruines du château, car bien vite, la Franche-Comté est touchée par une guerre, la guerre des 10 ans, qui va tuer énormément de gens, car elle sera accompagnée de plusieurs épidémies de peste. Certains diront que c'est là la conséquence de ce qui s'était passé à Château de Bray, où 2 sorcières ont éradiqué la totalité des vies du château en une nuit. Vous restez dans l'histoire comme des sorcières. Le frère, lui, crée un ordre. Cet ordre a pour seul but de protéger cet endroit, de le rendre secret et de le garder secret. Malheureusement, au fur et à mesure des années, l'ordre se perd, jusque dans les années 70 où il ne reste plus qu'un seul moine qui reste de cet ordre, qui va continuer à protéger cet endroit à la fin de sa vie. Le frère Mathefelon aura compris que l'artefact que vous avez vu sur Ésipe était très important, et il le retrouvera. Enfin, il pense. En vérité, il ne trouvera que l'autre partie de cet artefact. Ésipe, quant à lui, part. Dans ses voyages, il va essayer d'assembler plusieurs autres artefacts, d'étendre son pouvoir, de prolonger sa vie. Il aura une grande famille. Cette famille aura beaucoup d'influence tout au long des époques. Et en particulier à Paris, où la famille Esipovitch aura une grande influence, notamment sur l'Église, grâce à un prêtre en particulier. Puis, malheureusement, le savoir de cet artefact, de ce qui s'est passé à Bray-le-Château, se dissipera, puisque des notes d'une certaine époque se perdent, se brûlent, se pourrissent. Et du coup, il faudra attendre encore une fois les années 70 pour que quelque chose se passe et que les 2 artefacts, celui d'Ésipe, celui de Mathefelon, se rejoignent. Dans ces années 70, vous aurez enfin un moyen d'être à peu près en contact avec quelqu'un. Mais de la pire des manières. Eh bien, il faudra attendre la prochaine saison pour avoir la conclusion de cette campagne. En 2022, qu'est-ce qui se passe? Qui a eu votre message? Est-ce que quelqu'un
retrouvera le château de Bray et son sous-sol mystérieux. Qu'est-ce qui est arrivé finalement à ces urbexeurs? Qu'est-ce qui est arrivé à ces prêtres? Vous saurez tout ça dans la prochaine et dernière saison de cette grande campagne. Merci beaucoup à vous deux. Et peut-être qu'on vous retrouve très bientôt dans d'autres rôles. En attendant, je vous invite bien évidemment à soutenir le Tipeee, puisque si vous voyez ceci, alors je précise en public, parce que si vous le voyez sur Tipeee, forcément vous l'avez un peu en avance, voire même beaucoup en avance. Et du coup, si vous n'êtes pas sur Tipeee, sachez qu'en ce moment, vous pouvez directement avoir la fin, la conclusion, en ce moment sur Tipeee. Donc n'hésitez pas à y aller. Alors je précise que nous, c'est un peu bizarre, parce que nous, on est en mars 2022. Pour vous, on est dans le turfu en fait. On est en... Alors attends, en public, ça veut dire mars, donc ça veut dire avril. Donc ça veut dire avril, donc ça veut dire mai, juin, juillet. On est en juillet, normalement. Il faut savoir que la saison d'après, on l'a tournée bien avant. Et oui, pour une question de logique, puisque on n'allait pas tourner cette saison-là avant. Enfin, ça donne trop d'éléments sur ce qui se passe après. Donc du coup, on l'a tournée en août 2021. Souvenons-nous donc l'été littéralement, dernier. un an après, il sort. Trop bien. Et le décor que vous voyez derrière nos chères joueuses, eh bien du coup, on l'a fait l'année dernière. Donc du coup, il a bien tenu, malgré tout. Il faut savoir qu'il y a toute une histoire, c'est-à-dire qu'à la base, le scénario a pas mal évolué aussi par rapport à certains choix de joueurs et joueuses, et puis par rapport à des préférences personnelles. Mais par exemple, à la base, il y avait tout un tas de squelettes, d'ossements et tout ça, et puis finalement, ils y sont pas là. Et surtout, il y a la moitié des bougies que vous voyez là qui étaient déjà présentes. Sauf que on s'est dit, ouais, mais on peut pas tourner tout de suite, on retournera un petit peu plus tard. Finalement, presque un an après. Et du coup, on a caché les bougies, sauf que des gens ont retrouvé les bougies dans ce lieu perdu au milieu de nulle part. Et du coup, quand Alexis et Verwin sont retournés ici pour récupérer les bougies pour le tournage de la saison 2, du coup, de la saison des prêtres, eh bien, ils sont venus et du coup, ils ont découvert que quelqu'un avait trouvé les bougies et les avait utilisées et réparties dans tout le souterrain. Donc quelqu'un a certainement honoré cette divinité, cette déesse Splendide. hérétique. Voilà. Parce que faut savoir que quand on dit on, le décor a été dessiné par Alexis et Meo Kwini Meokuni. et Alexis, qui sont ici présents. Et tout à fait, qui sont là. Et du coup, alors je précise qu'à la base, ça devait être plus utilisé, c'est là où c'est marrant, au début de la saison. Et à la fin, on devait réutiliser autre chose. Mais du coup, en fait, c'est vrai que je me suis dit que le côté médiéval, tranquille à la cool, était peut-être plus intéressant. En tout cas, j'ai trouvé qu'il était plus intéressant. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous avez cette partie-là plus à la fin. Donc voilà. Et donc, pour moi, ça représente un petit peu ce que vous avez dessiné sur les murs, peut-être, et ce que vous avez appelé indirectement, peut-être une déesse féminine. Je vois bien quelque chose comme une déesse Wiccan ou quelque chose dans le genre. J'aime bien cette idée, justement, que la magie des sorcières fait référence à des déesses vraiment ancestrales. J'aime bien ce côté-là. Et les mains, c'est des enfants. C'est des enfants morts, la main. Les mains, ouais, j'avoue que les mains pourraient être les enfants morts. Je sais pas, on les voit pas dans ce plan-là. Mais voilà, et les symboles que vous avez là sont des symboles liés. C'est des symboles qu'on a choisi un par un, d'alchimie. des symboles alchimiques et des symboles de la déesse. C'est de femmes, non? Oui, je crois qu'il y a des trucs On comme ça. re-regardera. C'était mais, 4, non, celui-là. Ouais. C'est des trucs en rapport avec des femmes et avec l'alchimie, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc voilà, donc c'est pour ça. Et j'aimais bien cette idée-là. Alors faut savoir que cette saison, c'est la saison qui a peut-être le plus changé par rapport à ce qui était prévu à l'origine, parce que justement, je voulais plus amener, comme j'ai dit, le côté un peu plus tranquille au début. Parce qu'au début, on était censé être les méchantes, en fait. Ouais, en fait, vous étiez censé être les méchantes. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est cool que vous fassiez trahir. Mais parle pour toi. mais j'aime bien Ce gros bâtard de l'idée. Melchior, là. Mais après, pour moi, Melchior était méchant depuis le début. Mais Ézype n'existait pas. Dans l'idée de Ça se base. voit bien qu'il est méchant, de toute façon. Et du coup, en fait, au début, c'était vous qui veniez.
en fait, vous remplaciez le rôle des Zip. Une des deux remplaçait le rôle des Zip et trahissait l'autre, en gros. Et Melchior était témoin de ça. Alors que là, vous n'êtes pas responsable. Vous êtes responsable en partie de ce qui se passe après. Est-ce que Melchior, il a eu une vie quand même malheureuse, on peut dire? Je pense qu'il a eu une vie... en vrai, non, je peux pas dire ça, parce que pour moi, il a eu une vie heureuse dans le sens qu'il a pu accomplir quelque chose, alors que c'est quelqu'un qui se cherchait vachement, tu vois. Donc du coup, vous lui avez donné... Il a eu un but dans sa vie après. Bah oui, voilà, vous lui avez donné un but. Mais est-ce que, par exemple, il a souffert d'hémorroïdes, genre, persistants? Il y a eu ce moment où il a eu des pustules sur le gland pendant des mois, il ne sait pas pourquoi. Ouais. Je précise que cette saison a été tournée alors que... Alors ça a été un bordel monstre à tourner, faut le savoir. Il faut savoir qu'à la base, quand on devait enchaîner les tournages. Sauf qu'on n'a pas pu parce que Alexis et moi sommes tombés malades. Vraiment. Le jour du tournage du tournage de la saison 4 pour vous. Et donc du coup, on a dû annuler le tournage, qu'on a bien fait parce que du coup, on était vraiment pas bien. Et du coup... là, on a calé ces dates-là, mais c'est pas facile de caler des dates pour un tournage comme ça, parce que souvent, en fait, on aime bien faire l'inverse, c'est-à-dire on cale des dates, on cale un tournage, et ensuite on s'adapte en fonction. Et c'est pas grave si quelqu'un peut pas venir, si quelqu'un est malade. Sauf que là, c'était pas ça. C'est la 3e saison d'un truc où il y a 4 saisons, donc on peut pas du tout adapter quoi que ce soit, en fait. C'est la dernière qu'on tourne, donc en fait... C'est la dernière qu'on tourne, c'est ça, c'est celle qui est la conséquence de tout et l'origine de tout à la fois. C'est très bizarre. Et... littéralement la semaine dernière, Méoc tombe malade. C'est pas fini, hein. C'est pas ta faute, c'est comme ça. Et du coup, voilà, preuve. Et du coup, elle tombe malade. Et du coup, là, c'est passé un moment où on a littéralement passé 2 heures avec Cécile à faire « il faut qu'on la remplace, mais en même temps, ça fait chier et tout ». Et du coup, on l'a remplacée. Alors oui, elle est tombée malade, sa voiture aussi est tombée malade, je précise. Donc double côté complexe. Mais en plus de ça, du coup, on a prévu au cas où de la remplacer par Zou. Qui a accepté directement sans aucune pression de notre part. Merci Zou vraiment très cool d'avoir backé. Et donc, on aurait pu la tourner, mais en plus, le jour où Méoc valide le fait que finalement elle peut venir, parce que oui, j'explique, elle est malade, mais du coup, il y avait une grosse possibilité que ça soit le Covid. C'est ce qui me stressait le plus. Ce qui était... là, c'est pas la même chose. Une grippe, c'est pas grave. Le Covid, on va pas infecter tout le monde avec le Covid. Une grippe, au pire, c'est tout. Et pour le coup, pour l'instant, personne n'est malade. Et du coup, le jour où elle m'annonce ça, Méoc, Cécile me fait « Ah, c'est peut-être pas le moment pour te dire que je suis malade !» Il a cru que c'était une blague, je crois. J'ai vraiment cru que c'était une blague, Cécile. Après, il m'a eu au téléphone. Ah oui, il y a un autre truc, c'est qu'on a fait... Là, on vient de faire un tournage, pour ceux qui le savent. Et d'ailleurs, je vous invite à le regarder. Très drôle. Un actual play sur Z-Corps, qui était très très cool. Mais du coup... on a Pierre qui devait venir à la base, qui devait être son premier live JDR, et du coup qui n'a pas pu venir puisqu'il était malade. Donc on était en mode mais tout le monde tombe malade quoi. Et du coup Cécile me dit ça, elle était vraiment malade. Et donc du coup vous avez Méoc et Cécile qui sont malades. Faut savoir que quand on dit qu'elles sont malades, c'est que pour les 2 premiers épisodes vous étiez vraiment malade. Là ça va mieux, Cécile est quand même un peu down, mais ça va vraiment mieux. On est sur une remontée. On est 2 jours après les 2 premiers épisodes. Et du coup par contre le putain de premier et deuxième épisode, vraiment vous étiez mal, mais on faisait sincèrement, avant et après les épisodes, c'est des zombies et elle s'active à mort pour le tournage. Donc vraiment félicitations à vous deux parce que vous avez tenu le truc. Mais vraiment c'est pas facile et donc du coup sachez que c'est pour ça qu'il faut nous soutenir aussi sur Tipeee parce que pour qu'on s'achète des médicaments. C'est grâce à ça qu'on peut aucune idée de ce qui s'est passé dans le 2e épisode. On balance des médicaments à l'intérieur de la cave. Alors du coup c'est des médicaments de seconde main. Mais voilà, en même temps on va pas, c'est un peu bête de prendre des médicaments neufs, je trouve ça un peu bête. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le Tipeee pour acheter des médicaments pour les gens qui... Ma question, des antibiotiques dans l'eau là. Saison maudite ? Je pense que saison maudite. Elle m'a refilé sa crève par Discord. C'est vrai qu'elle a refilé la crève par Discord, ce qui est chaud quand même. Oui, parce que quand j'ai paniqué, on a vraiment la même crève, je crois. Quand j'ai paniqué pour le Covid, j'ai directement contacté ces citrouilles en me disant faut quand même qu'elle sache qu'il y a potentiellement moi qui vais pas pouvoir venir, donc je sais pas si ça va faire annuler ou pas le tournage. Alors on était prêt à la tourner avec Zou, mais comme on n'a jamais pu, parce qu'on teste les joueurs et joueuses, donc on était en mode la pauvre Zou, on la prend en otage, donc elle aurait eu un personnage beaucoup moins actif que le tien. Et après on était même en mode
Ok Cécile, tu vas jouer toute seule. Et j'étais au téléphone avec Maxime. Il avait la voix comme ça ce jour-là. Ouais. J'étais un peu avec Jeanne Moreau, c'était cool. Oui, c'était bien. Heureusement, on n'a pas fait ça. On a réussi à la finir, moi je trouve ça plutôt cool. T'applaudis pas Clap Alexis? pour la fin. Quel salaud. High five. Attention. Faut applaudir. Impec. Et ben voilà. À bientôt. Merci du coup Méoc, merci CC Trouille, merci Alexis et Merci Maxime. moi. Merci, oui. Et merci aussi Franck Pizza, les meilleures pizzas de... Non, pas merci Franck Pizza. À bientôt. Salut, c'est le Maxime du futur. Et voici un extrait de la dernière saison de cette immense campagne. Tu vois, au même moment que tu as vu ce trouble, les yeux de ta sœur partir en l'air et tu commences à la voir tomber dans les pommes. Ouais, ça se passe en 2022 et c'est la conclusion de tout ça. C'est quand même près d'un an de travail qu'arrive là en conclusion. C'est un peu excitant d'être là quand même. J'ai hâte que vous voyez tout ça, j'ai hâte d'avoir vos retours. Encore une fois, je vais vous dire de soutenir le Tipeee, puisque évidemment vous pouvez avoir accès à cette saison là maintenant tout de suite. Mais surtout je vais dire merci à toutes les tipeuses et tous les tipeurs qui vous nous soutenez depuis super longtemps. Et tout ça c'est grâce à vous, donc vraiment merci du fond du cœur, merci à toutes et tous, merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui tweetent, qui Facebook, qui je sais pas quoi, qui parlent à leurs proches tout simplement de la série. C'est grâce à vous qu'on existe et ça fait du bien de voir qu'il y a du soutien pour la création en France, pour le jeu de rôle, pour l'horreur, pour le mystère et l'étrange. Donc merci à vous et merci à ceux qui vont suivre aussi, qui vont arriver peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être dans un an. Merci à toutes et tous. À très bientôt pour la suite de cette campagne, la fin de cette campagne. En tout cas, n'hésitez pas à regarder les saisons précédentes pour refaire un petit peu tous les liens parce que c'est quelque chose qui est, je pense, très satisfaisant. À bientôt.